Nicolas Hulens, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer puisqu'on a fait une vidéo qui a bien tourné en septembre. Et aujourd'hui, on va plutôt continuer un peu sur le sujet, mais on va s'arrêter sur la question de l'influence de la Russie sur les affaires belges, et notamment via ses services de renseignement, les services de renseignement russes. Donc expliquez-nous un peu comment ils fonctionnent. En fait, les services de renseignement russes, à l'origine, à l'époque de l'Union soviétique, étaient composés de deux entités, le KGB et le GRU. Le GRU ayant une vocation typiquement militaire. Le KGB a été scindé ensuite en une unité destinée à l'étranger, le SVR, et en une section destinée à la Russie, donc à des renseignements internes, le FSB. Donc, ce qui nous intéresse le plus en Belgique, évidemment, c'est le SVR. C'est le SVR qui est présent en Belgique, et c'est le SVR qu'on a vu récemment dans une série d'affaires, l'affaire Skripal, c'est-à-dire la tentative d'assassinat d'un ancien agent des services de renseignement russes en Angleterre avec un gaz de combat, l'affaire Litvinenko, à peu près la même chose, plus ancien, là on est en 2006, avec un déchet d'une centrale atomique de sous-marin qui a provoqué une mort assez lente pour le lieutenant-colonel des services de renseignement russes qui avait été passé à l'ouest, Litvinenko. La tentative de coup d'État, ça c'est plus récent, c'est en 2016 au Monténégro. Donc les services de renseignement russes ont essayé de mettre des proches au pouvoir. Et alors, j'ai marqué sur mon plan ici l'affaire Jadermali, ça c'est très très récent. C'est plutôt kazakh, mais on retrouve au moins un russe dans le dossier. Je rappelle de quoi il s'agit. Donc maître Jadermali est une avocate qui avait demandé le statut de réfugié politique en Belgique. Elle a subi une perquisition de la police belge qui était accompagnée par deux agents des services de renseignement kazakhs. Ce qui pose des questions concernant le support que l'État belge peut donner à un pouvoir non démocratique. Alors je voudrais souligner le fait que le problème en Russie, c'est que le président Poutine, les oligarques et le KGB, avec au milieu le crime organisé, ne forment qu'un tout. C'est le problème du système russe. M. Poutine, à lui tout seul, personnifie assez bien la problématique, puisqu'il est lui-même un ancien officier supérieur du KGB. Il a eu des rapports très proches avec le crime organisé russe, et il dirige en fait l'oligarchie russe. Tout oligarque qui ne suit pas sa voie sera emprisonné ou sera condamné à s'exiler. Voilà. Mais vous parlez avec l'affaire Jadermali des Kazakhs. Il y a un lien également donc, entre les Russes et les Kazakhs. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le trio kazakh bien connu ici en Belgique, les trois en fait sont plus russes ou ouzbeks que kazakhs, et de nombreux journaux ont fait état du fait qu'ils étaient en fait des anciens officiers du KGB, que nous retrouvons donc ici. Nicolas Hulens, on s'arrête aujourd'hui sur la Russie. Rassurez-nous, vous n'avez aucune haine particulière vis-à-vis des Russes. On pourrait dire disons toutes ces magouilles, tous ces services secrets, tout ce qui se passe. On pourrait également développer d'autres services secrets, par exemple la CIA, dans d'autres épisodes. Cette fois-ci, on se penche sur la Russie, mais vous n'avez rien de particulier contre les Russes pour rassurer ceux qui nous écoutent. Non, non, pas du tout. Donc je pense qu'il y a d'ailleurs une opposition assez forte en Russie. Et ce qui me pose problème en Russie, c'est le triangle que je vous ai démontré là. Mais je n'ai rien du tout contre le peuple russe, qui, à mon sens, est plutôt victime du système qu'autre chose, quoi. Et la plupart des actions de ces services secrets, de ce triangle comme vous l'appelez, c'est celles que vous avez décrites ou il y en a d'autres dont on pourrait parler? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est très à la mode. Je vais vous situer le contexte international dans lequel on se trouve pour le moment. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant qu'il y a eu une enquête aux États-Unis faite par un procureur fédéral qui s'appelait Mueller, qui a commencé en 2017 et qu'on a appelé le Russia Gate. Cette enquête pouvait déboucher sur une éventuelle inculpation ou un impeachment du président Trump.
Jusqu'à présent, ça ne l'a pas fait. Néanmoins, des dizaines de personnes autour du président Trump ont été emprisonnées ou fortement inquiétées par la justice américaine, vu leur proximité avec les services de renseignement russes. Le cas que nous avons analysé en Belgique est celui de Paul Manafort. Paul Manafort était le directeur de campagne de Donald Trump. Il a été emprisonné et il avait clairement des liens avec les services de renseignement russes, en particulier à l'époque où il a travaillé en Ukraine. Un cas qui est très connu chez nous aussi, c'est le financement de la campagne électorale de Marine Le Pen en France en 2016. Et il y a eu plusieurs étapes, mais ce qui s'est passé le 15 juin 2016, c'est le fait qu'on a mis à jour l'élément suivant. 3 millions d'euros ont été versés par les banques russes pour permettre à Marine Le Pen de faire sa campagne électorale. Il y a un cas qui est encore plus récent, qui est même actuel, qui est le rapport... Je veux revenir juste sur le cas de Marine Le Pen. Tout ça a été appuyé par des preuves ou on peut le prouver Je pense que Marine Le Pen a juste fait état du fait qu'elle avait cherché des financements en Occident, que ces financements ne lui avaient pas été accordés, et que donc elle s'était tournée vers des gens qui lui étaient favorables. C'est tout. Et donc il y aurait des intérêts connus pour que le pouvoir russe finance la campagne électorale de Marine Le Pen, ou c'est juste pour placer ses pions comme énormément d'oligarques ou de structures comme des multinationales peuvent financer des partis C'est-à-dire qu'il y a une assez grande proximité entre l'extrême droite européenne et la Russie. La Russie finançant l'extrême droite européenne pour la simple bonne raison que ça constitue à ce moment-là un obstacle à l'évolution de l'entité européenne politique. Puisque Marine Le Pen n'est pas une grande amoureuse de l'Europe, on va dire ça comme ça. De plus, il y a une espèce de fantasme qui voudrait qu'on puisse organiser une fédération qui irait de Vladivostok à Dublin, où tout le monde serait blanc, tout le monde serait à l'origine de religion catholique, orthodoxe ou romaine, avec une réserve de matières premières suffisante, une réserve de bombes atomiques suffisante, et que cette entité de plusieurs centaines de millions de personnes pourrait s'opposer en clair aux gens de l'autre côté de la Méditerranée. Mais quoi, une espèce de grande Russie? Voilà, pas une grande Russie, mais un peuple super européen et par opposition au monde arabe, par exemple. Et donc cette perspective-là est très séduisante pour les mouvements d'extrême droite, et ils font abstraction du triangle dont je vous ai parlé, à savoir le crime organisé et tout ça. Ils préfèrent l'oublier pour être uniquement attirés par cette perspective-là. Dernière chose, on peut néanmoins admettre quand même que la Russie, malgré ses défauts, offre une certaine résistance à l'impérialisme américain, parce qu'on parle de Grande Russie qui irait de Vladivostok jusqu'à Dublin, mais il y a aussi les États-Unis qui placent des bases militaires un peu partout en Europe et qui grappillent également sur la Russie. On ne va pas rentrer dans un cours de géopolitique, mais c'est un peu pour juste peut-être rééquilibrer. Il y a eu la volonté impérialiste et aussi est peut-être parfois beaucoup plus présente dans le chef du pouvoir américain. Vous êtes d'accord avec ça ou? Je pense que certains considèrent la Russie comme un contre-pouvoir et qu'à certains moments, par rapport à l'influence américaine, et que cette idée peut être tout à fait justifiée à certains moments. Oui, ça je le comprends parfaitement. Donc, il y a également un truc qui est tout à fait actuel, c'est le rapport secret sur le financement du parti britannique Tories, c'est-à-dire les conservateurs. Ce rapport est tenu secret parce qu'il pourrait influencer les élections en Angleterre maintenant. Donc en clair, dans ce rapport, il apparaît établi que des proches de Vladimir Poutine ont versé 5 millions de livres au moins au parti conservateur anglais. L'élément le plus intéressant, et vous pouvez très facilement vous-même le checker sur votre ordinateur, c'est les liens entre Boris Johnson, le Premier ministre anglais, et un certain Lebedev, qui est un ancien espion du KGB,
Comme vous le savez, on n'est jamais totalement ancien. Alors, quelque chose d'extraordinaire, c'est un voyage que M. Johnson a fait quand il était encore ministre des Affaires étrangères en Italie, dans le château de M. Lebedev, le 26 juillet 2019. Je pense que c'est le 26 juillet 2019 que c'est paru dans les médias, mais le voyage a eu lieu le 29 avril 2018. Donc, M. Johnson s'est rendu sans sa protection rapprochée, ce qui signifie qu'il ne souhaitait pas avoir de témoins, dans le château de M. Lebedev en Italie. On a pris des photos de lui le lendemain, et sa nuit avait l'air d'avoir été assez, agitée. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que j'insinue, c'est que les Russes utilisent toutes sortes de méthodes pour corrompre les gens en face d'eux, et que je pense que M. Johnson aurait pu, cette soirée-là ou cette nuit-là, faire l'objet d'une de ces méthodes. Voilà. Peut-être on peut s'arrêter 2 minutes dessus, c'est les méthodes que n'utilise pas que la Russe. Hein. Non. Les méthodes Miles. Oui, c'est ça, oui. Et dans Miles, c'est compromission. Donc voilà. Et les autres, pour ceux qui ne connaissent pas? Donc les services de renseignement considèrent que l'acronyme Miles est un résumé des moteurs sombres de l'âme humaine. Le M pour money, le I pour idéologie, le C pour compromission et le E pour ego. Voilà. Et je pense que cette nuit-là, potentiellement, M. Johnson s'est mis dans une situation embarrassante par rapport au terme compromission. Voilà. Donc on pourrait dire par exemple, comme ils l'ont déjà fait, mais on ne dit pas que c'est ça pour Boris Johnson, mais on pourrait dire que par exemple ils ont payé des prostituées et qu'ils ont pris des photos et qu'ils pourraient le tenir comme ça. C'est ça qu'ils utilisent. Ben, il n'y a pas de témoignage à l'intérieur de la soirée, mais c'est des choses comme ça qui pourraient se... J'invite les gens qui sont en train de regarder ce programme à taper sur leur ordinateur Lebedev, Boris Johnson, Italie, et ils se feront une idée de ce qu'ils verront, quoi. Voilà. Ok. Et donc, allons en Belgique alors. Quel lien entre tout ça Puisque le journal Kéros a énormément parlé ces derniers temps des affaires Renders, du réseau bleu, sur le site et à la fois dans notre journal. Est-ce qu'il y a un lien entre ces services secrets russes et notre ami Didier Renders? Alors, je vais d'abord peut-être expliquer aux téléspectateurs, entre guillemets, le fait que la Belgique constitue en fait une cible prioritaire pour les services de renseignement russes, à cause de la présence de l'OTAN, et plus indirectement du Chier-Pamons, à cause de la présence de la communauté européenne et de toutes ses institutions, à cause du fait que la Belgique dispose d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, à cause de la base de Klein-Brogel, et vous parliez des Américains, de ce qu'on dit à son sujet, à savoir qu'il y aurait des bombes nucléaires stockées à Klein-Brogel, et enfin à cause du port d'Anvers, qui constitue clairement un endroit stratégique au niveau des diamants et au niveau du port. Et quand je parle du port, par exemple, ça peut constituer un enjeu très important en matière de trafic, de stupéfiants, ou de toutes sortes d'autres matières. Voilà. Et donc sur M. Renders lui-même. Alors voilà, donc concernant M. Renders, on peut faire une étude de la problématique de ces années passées au pouvoir. M. Renders était jusqu'il y a peu juste ministre des Affaires étrangères. Depuis lors, il est devenu également ministre de la Défense. Donc quand il était ministre des Affaires étrangères, il avait 2 cabinets. Le cabinet Affaires étrangères, qui était grosso modo sa vitrine, et le cabinet vice-premier ministre. On peut considérer qu'il a utilisé des gens comme M. De Decker ou comme M. Kubla comme des fusibles, mais que derrière tout cela, l'homme lige de M. Renders, l'homme de confiance de M. Renders, celui qui était en charge des bases œuvres, est M. Jean-Claude Fontinoy. M. Jean-Claude Fontinoy, pour rappel, est président de la SNCB. Il est également conseiller du ministre Renders. Il n'est pas ce qu'on appelle une personne exposée politiquement, alors que M. Renders, oui. Donc M. Renders, on ne peut pas lui virer de l'argent. M. Fontinoy n'a pas ce problème-là. La chef de cabinet de M. Renders a été pendant des années Alexia Bertrand, qui est l'héritière de Luc Bertrand, qui dirige Ackermans Van Aren et également Démé. Qui est actuellement député.
et qui est actuellement député. Démé, c'est très intéressant, vient d'avoir quelques problèmes avec la justice. Elle en avait déjà eu précédemment, et donc Démé est un des leaders mondiaux en matière de dragage. Démé a eu des soucis tout récemment en Russie, donc c'est intéressant, pour un problème de corruption. En clair, Démé a corrompu lourdement des fonctionnaires russes pour obtenir un marché contre la firme belge également, Yann de Nul, qui est l'autre leader en matière de dragage. Cet incident est intéressant parce que c'est le FBI et non pas la police belge qui a démontré toute cette problématique, et parce que Démé a utilisé des sociétés offshore pour payer environ 8 millions d'euros de kickback, donc d'argent lié à la corruption. Et on va voir plus loin que l'utilisation des offshore est essentielle. Donc pour rappel, une offshore, c'est une société qui se trouve en général dans un paradis fiscal, qui utilise des hommes de main et donc dont on ne sait pas toujours qui sont les bénéficiaires réels. Voilà. Donc M. Fontinoy a des amis dans d'autres partis, et il est également responsable du blanchiment des fonds qui vont arriver de façon illégale entre les mains de M. Renders. Donc il pratique ce blanchiment via 3 voies: le monde des antiquaires, le monde de l'immobilier et enfin, je viens d'en parler, les offshore. Concernant les offshore, il utilise les services d'un Hollandais du nom de Robert Klooseus, qui dispose au minimum d'une quinzaine d'offshore, à Tortola, Gibraltar, dans toutes sortes de paradis fiscaux. On a pu déjà le prouver, ça, où on voit que les pistes mènent vers lui sans encore... Disons que le principe d'une offshore, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de voir qui est le bénéficiaire économique réel. Mais disons qu'un certain nombre de témoins font état d'une liaison très claire entre M. Klooseus et M. Renders. M. Klooseus aussi intervient dans le différend du prince Laurent avec la Libye, puisqu'il propose à un moment à un avocat du prince Laurent et de son ASBL de payer la moitié de la créance de l'ASBL du prince Laurent et comme paiement de s'attribuer l'autre moitié. Donc M. Klooseus, si vous tapez son nom, vous constaterez qu'il intervient dans certains dossiers. Une autre personne qui est totalement essentielle dans ce dossier, c'est le frère aîné de M. Renders, qui est Jean-Pierre Renders, qui est architecte. Donc là, je renvoie à un article de Kairos dans Bienvenue en plutocratie, la page 30. On constate que M. Jean-Pierre Renders, en 2006-2007, a refait l'ambassade de Russie, avenue de Frey, y compris les locaux de sécurité. La preuve que vous avez publiée dans votre article ne fait pas l'objet de la moindre contestation et est très claire. Ce qui est très intéressant, c'est que le même Jean-Pierre Renders, qui visiblement avait toute la confiance des services de renseignement russes, parce que pour refaire les locaux de sécurité dans une ambassade, dans un endroit clé comme Bruxelles, ça signifie que les services de renseignement russes ont une grande confiance en vous. Le même Jean-Pierre Renders, en 2015, rentre dans une association d'architectes qui s'appelle Assar, et j'invite de nouveau les personnes qui écoutent cette émission à taper sur l'ordinateur Assar, et ils pourront constater que Assar, en 2017, a fait la construction de l'OTAN, ce qui, à mon sens, constitue une faute très grave en matière de sécurité. Donc, les chances à l'égal du caprice des dieux, qui est en fait le bâtiment de la Commission européenne, dont on a découvert qu'il était bourré de micros, les chances que l'OTAN, via ce canal-ci, ait pu faire l'objet d'espionnage, en tout cas sur les plans, et peut-être même sur la pose de micros, ces chances sont énormes et très dangereuses pour l'OTAN en tant que telle. Ouais, précisons que nous, l'OTAN, on comprend tout à fait, hein, c'est curieux parce que le bâtiment qui a été construit quand même à l'OTAN, qui est un dôme gigantesque, qui était fort contesté, et que certains préféraient ne pas voir en Belgique à juste raison, on comprend quand même pas qu'ils n'arrivent pas à faire un lien entre Renders qui fait les locaux de sécurité de l'ambassade de Russie et Renders qui après est quand même proche
de la construction de l'OTAN. C'est fou. Oui, donc ça signifie qu'il y a C'est eu... énorme. En fait, que se passe-t-il quand quelqu'un participe à un chantier comme l'OTAN? Il doit faire l'objet d'un check d'un des deux services de renseignement belges, soit la Sûreté de l'État, soit le service de renseignement militaire, qui s'appelle le SGRS. Dans ce Et cas-là, donc ce check doit prévoir une vision de tout son passé jusqu'à 10 ans auparavant. Et donc il est clair que quelqu'un a fermé les yeux. Mais vous allez voir que plus loin dans mon explication, j'ai peut-être un début de solution à cette problématique-ci. allez-y. Mais je vais d'abord commencer par... Donc vous voyez que monsieur Jean-Pierre Renders constitue déjà un problème. C'est le frère, vous pouvez regarder aussi sur internet. Monsieur Jean-Pierre Renders fait l'objet de commentaires très élogieux de son frère ministre. Donc ils ont visiblement l'air très très proches. Et donc je pense que le ministre peut difficilement dire qu'il n'était pas au courant que son frère ait refait l'ambassade de Russie et qu'il ait participé aux travaux de l'OTAN. Un autre personnage intervient dans le dossier et il s'appelle Ernest Delamine. Alors qui est Ernest Delamine? Ernest Delamine a fait une formation de mécanicien dentiste. Il n'a pas fait de service militaire, mais il a fait une coopération en ex-URSS. Donc à l'époque, la Géorgie faisait partie de l'URSS. Il est revenu de là avec une fortune d'origine inconnue, évaluée à entre 3 et 5 millions d'euros. Et avec cette fortune, il a acheté un château dans la banlieue, la proche banlieue bruxelloise, à Wezenbeek. Il s'est très rapidement démarqué en devenant un des leaders de l'opposition géorgienne, l'opposition à la Russie. Mais il l'a fait sans efficacité. Donc, le 8 août 2008, la Géorgie a fait l'objet d'une invasion militaire par la Russie. Et quand je parle sans efficacité, à ce moment-là, M. Delamine a organisé des manifestations contre la Russie. Mais la plupart de ces manifestations comportaient 4 à 5 personnes. Donc ça ou rien, c'est pareil. À cette époque, 2 membres de la Sûreté de l'État ont pris contact avec M. Delamine. Ce contact a été extrêmement stérile, il n'a pas amené grand-chose. Par contre, un des membres de cette équipe a constaté que M. Delamine, le lendemain, faisait une contre-enquête et se trouvait dans sa rue, qui se trouve au milieu du Brabant wallon, donc un endroit très improbable. Il essayait de savoir ce qu'on lui voulait, vous voulez dire? Je pense qu'il y a statistiquement 99,9 chances sur 100 que M. Delamine faisait une contre-enquête sur la personne qui l'avait interrogé la veille. Une enquête de ce type ne peut se faire qu'avec l'appui d'un grand service. C'est peu probable que M. Delamine puisse le faire seul. Alors, M. Delamine aussi est devenu relativement célèbre parce qu'il a créé un cercle international diplomatique et consulaire dans le fameux château dont on a parlé précédemment. Donc, il s'agit du CIDIC. Quel est l'objet du CIDIC? C'est d'organiser entre autres des conférences. Et ces conférences ont lieu quasiment systématiquement sur des sujets super importants pour la Russie et la Chine. Par exemple, tout ce qui a eu attrait à l'invasion de l'Ukraine et à la guerre en Ukraine. Donc, ils invitent du beau monde aussi là-bas, on peut le voir sur le site. Oui, tout à fait. Vous pouvez taper le site et vous verrez une série de photos et vous pourrez vous-même déterminer de l'importance des gens qui viennent parler et également des gens qui sont présents. La Sûreté, elle, a fait cet exercice aussi et a constaté la présence d'officiers de renseignement russes et chinois très fréquemment à ces conférences. On peut constater aussi que M. Delamine s'est livré à un exercice d'infiltration du monde politique belge. Quand il est revenu de Russie, il s'est directement mis sur les listes du PSC, que nous connaissons maintenant sous le nom de CDH. Ensuite, il s'est démarqué pour avoir une assez grande proximité avec le Parti populaire et M. Modric Amen. M. Modric Amen qui, pour rappel, est allé parler très fréquemment à Russia Today. Et ensuite, il s'est avéré qu'il avait une grande proximité avec l'EMR, mais en particulier avec Didier Reynders. Donc vous pouvez constater sur le net également qu'il a obtenu un privilège très rare,
en clair, M. Renders a nommé M. Delamine baron à titre héréditaire. Donc il faut savoir que l'avocat de M. Renders, M. Didier Mattret, a été nommé par M. Renders à la tête de la commission héraldique. Il y a eu un article d'ailleurs dans Kairos, très intéressant, qui a fait l'exercice de style, que vous pouvez tous faire de nouveau maintenant, de taper Didier Mattret, l'avocat de Didier Renders, sur Cumuléo. Vous verrez que M. Mattret dispose de plus d'une dizaine de mandats, dans des choses extrêmement intéressantes, mais en particulier, il a été nommé patron de la commission héraldique. Je crois qu'on n'en parle pas dans l'article, c'est-à-dire héraldique. Rappelez-nous. Donc en clair, comme nous sommes dans une royauté, il appartient normalement au roi de décerner des titres nobiliers. Ouais. Et en l'occurrence, Oui, on en a parlé. M. Renders a un petit peu court-circuité cette capacité de notre souverain et donc il a pu obtenir un titre de baron à titre héréditaire, ce qui est extrêmement rare. Donc en clair, tous les héritiers de M. Delamine seront barons aussi. Pour M. Delamine, qui non plus monsieur, mais... Alors, on s'est penché sur le prétexte qui a permis à M. Renders de donner cette possibilité à M. Delamine. En fait, l'organisation d'un prix à l'exportation par le SIDIC. C'est ça qui est le prétexte pour ce privilège assez rare. Après enquête, il s'est avéré que le concours était particulièrement biaisé et que le candidat qui a obtenu ce prix était connu pour de nombreux voyages en Russie également. Alors, il faut noter que M. Delamine a sa première épouse qui est interprète russe-anglais à la communauté européenne. Je pense qu'elle est à la retraite maintenant, mais elle l'a été, ce qui constitue également un danger d'espionnage. Qu'elle fait partie du monde de ce qu'on appelle les Russes blancs, que ces Russes blancs ont été pendant des années des alliés objectifs de la sûreté de l'État et des services de renseignement occidentaux, mais qu'avec la montée du nationalisme de M. Poutine et la fin du communisme, énormément de ces Russes blancs ont tourné kazakh, si vous me permettez ce jeu de mots douteux, et que donc de nombreux Russes blancs sont devenus en fait des agents doubles. On arrive sur quelque chose de plus intéressant encore. Avec les fameux 3 à 5 millions, M. Delamine est devenu propriétaire de nombreux biens à Bruxelles, loués systématiquement à des VIP de l'OTAN, de la communauté européenne et même de la sûreté. On a des preuves pour tout ça aussi? On peut... Oui, moi j'ai le témoignage par exemple d'un commissaire de la sûreté qui reconnaissait le malaise profond qu'il avait à louer aux 2 tiers du prix réel un très bel appartement près de la communauté européenne. Ce monsieur était arrivé le jour où il a signé avec ses fiches de paye, qui étaient couvertes par un secret relativement léger, mais un secret quand même, puisqu'il n'était pas au nom de la sûreté de l'État. Et M. Delamine avait tout de suite fait remarquer à ce commissaire et à sa compagne qui travaillait également à la sûreté qu'il savait qu'il travaillait à la sûreté. Je viens de parler d'un commissaire de la sûreté, je vais maintenant vous dévoiler un schéma qui n'est pas un scoop, mais qui est quand même très intéressant, qui reprend une partie de la structure de la sûreté de l'État à peu près au moment du Kazakh-gate. Belge. Oui, de la sûreté de l'État belge. Donc VSSE, c'est l'acronyme pour Staatsveiligheid, sûreté de l'État. Donc la sûreté de l'État est composée traditionnellement d'un administrateur général, d'un administrateur général adjoint, et au moment du Kazakh-gate, on a constaté que M. Renders forçait la main à la structure pour obtenir un 3e directeur. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la sûreté de l'État. Donc la sûreté de l'État, pour mémoire, existe depuis 1830, et donc on a vu arriver quelqu'un qui venait directement du cabinet de M. Renders, en la personne de M. Hugues Brulin. Donc ces 3 hommes dirigent les services extérieurs, c'est-à-dire les agents secrets, et l'analyse. Les agents secrets ont un directeur, qui est le directeur des opérations. Il en va de même pour le directeur d'analyse, qui dirige l'analyse. Le directeur des opérations, lui, dirige le contre-espionnage, la section islam et la section technique. Pour faire très bref, à l'époque, un proche de M. Renders devient patron du contre-espionnage.
Qui est Franck Jomin? Franck Jomin. Franck Jomin, à ce moment-là, dirige grosso modo les sections de contre-espionnage économique, russe et chinois. Et moi, je me retrouve dans la section économique. C'est Franck Jomin qui me donne l'ordre d'arrêter de travailler sur le trio kazakh à cette époque. Mais donc, on peut considérer que M. Renders, en plaçant des gens comme Franck Jomin ou comme Hugues Brulin, a émasculé la sûreté de l'État qui n'a plus été capable de faire son travail. Et puisqu'on parle des Russes, on va parler en particulier de la section contre-espionnage russe. Peut-être avant juste préciser, Hugues Brulin, vous avez rien dit sur lui? Oui, donc Hugues Brulin par rapport à Didier Renders? Hugues Brulin vient directement, ça aussi, donc les téléspectateurs peuvent assez facilement taper ça sur Internet. Hugues Brulin vient du cabinet vice-premier ministre, celui dont j'ai parlé. Donc il était sous les ordres de M. Fontinoy. Et donc il a directement fait la transition cabinet vice-premier ministre, sûreté de l'État. Donc, la section russe de la sûreté de l'État, à l'époque, je ne veux même pas parler de la section économique qui était carrément supprimée, alors qu'elle travaillait sur le trio kazakh. La section russe a été fortement mise à mal. Pourquoi? Parce que, par exemple, elle a reçu l'ordre formel et militaire de ne plus travailler que sur les diplomates russes qui étaient en poste en Belgique. Alors, il faut savoir que un certain nombre d'espions russes en Belgique sont là avec une couverture diplomatique, mais le gros de la troupe, c'est-à-dire au moins 75%, 75% pour nos amis français, 75% des espions russes sont ici sous couverture. Donc ils sont ici comme journalistes, ils sont ici comme lobbyistes, ils sont ici avec toute une série de métiers qui n'ont rien à voir officiellement avec leur métier réel, celui d'espion. Et donc, M. Jomin et toute la structure donnant l'ordre de ne plus travailler que sur les diplomates en poste, ils ont rendu le travail de la section russe quasi impossible, puisque 75% des espions sortaient de leur champ de manœuvre. Le commissaire en charge de la section russe a fait un solide burn-out, et on le comprend à cette période-là. Donc il a eu une absence maladie assez prolongée. Et donc, la section russe a eu, et je pense, a toujours une efficacité extrêmement réduite. Il faut savoir que quand je suis parti il y a 1 an et demi, je me suis fait un devoir dans ce cadre-là d'offrir une bouteille de vodka le jour de mon départ à M. Jomin et à M. Brulin. Directement? Signalant par là même mon mécontentement à propos du fait que des hauts fonctionnaires belges d'un service de renseignement travaillent finalement au profit d'une puissance étrangère non amie, on va dire ça comme ça. Alors il y a quelque chose de très intéressant. J'ai parlé du fait que le frère de M. Renders avait pu participer à la construction de l'OTAN alors qu'il avait déjà fait l'ambassade de Russie. Ici, vous trouvez le service des enquêtes de sécurité. Le service des enquêtes de sécurité est dirigé par une femme qui est extrêmement proche de M. Jomin, et donc je n'ai pas la preuve de ça, mais il est possible que la proximité avec M. Jomin ait fait qu'elle ait fermé les yeux sur l'enquête sur le frère de M. Renders quand il était question qu'il travaille dans le bureau Assar. Voilà. Je voudrais aussi signaler que la section Yumin, qui est en charge de la gestion des sources humaines, est dirigée par quelqu'un qui ne vient pas directement du cabinet Renders, mais qui était fortement influencé par M. Jomin et M. Brulin, et qui a pris des décisions qui ont été à l'encontre de l'intérêt général de la sûreté de l'État. Donc, ces 4 personnages, Franck Jomin, Hugues Brulin, la commissaire en charge des enquêtes de sécurité et le commissaire en charge de la section Humint, ont fait en sorte que le travail de la sûreté de l'État à l'encontre des Russes a été extrêmement faible. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est grâce à eux qu'aucune enquête n'est aboutie au niveau du Kazakh Gate? Oui, on peut dire qu'ils ont participé à cela, puisque M. Jomin m'a clairement donné l'ordre d'arrêter de travailler sur le Kazakh Gate alors que j'étais en train de le faire, quoi, avec une collègue. Sans donner aucune raison? Non, il n'y a pas eu de motif donné. Et ça m'a valu mes premiers problèmes avec la direction. Je n'avais jamais eu de problème auparavant, donc j'ai travaillé 11 ans à la Sûreté de l'État sans problème jusqu'à cette période-là.
Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est totalement actuel. Ça se passe maintenant. Et c'est même un scoop. Donc, le 6 septembre 2019, et nous sommes là, sauf erreur de ma part, le 16 novembre, donc il y a quelques semaines, M. Renders commande tout à coup 2 Falcon 7X. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'avions triréacteurs assez modernes, capables de traverser l'Atlantique avec entre 20 et 30 personnes à l'intérieur. Ils sont destinés à la force aérienne belge, qu'on appelle la composante air maintenant, et en particulier le 15e Wing. Donc c'est normal que M. Renders les commande, puisqu'il est éminent ministre de la Défense, et il les commande très bizarrement en leasing. Donc ça signifie que la force aérienne qui jusqu'à présent a acheté ces appareils, quand elle avait des sous cash, et quand elle n'avait pas trop de sous de seconde main, là, elle loue ces appareils. Dans ce cas d'espèce-ci, elle doit louer les appareils. Pire encore, les pilotes de la force aérienne arrivent dans les avions au moment des missions, mais les avions sont stockés, entretenus et sont pris en main par une société privée. Au départ du contrat, il était prévu que ce soit Abelac. La valeur du contrat portait sur 124 millions d'euros. Alors, qui sont les clients de ces avions? Alors, c'est le roi et la famille royale en général, le gouvernement belge, le quartier général de l'armée belge, donc les hauts gradés de l'armée belge, mais également, c'est ça qui est très intéressant, les VIP de l'OTAN et de la communauté européenne. Donc en clair, quelqu'un qui arriverait à poser des micros dans ces 2 avions aurait accès à des informations à très haute valeur ajoutée. Alors, y a-t-il eu des précédents? Oui, la force aérienne a leasé un seul avion, un gros Airbus, qui a servi à faire la liaison avec l'Afghanistan ou le Congo, et amener les troupes belges dans ces 2 endroits où elles ont été engagées. C'est le seul avion qui a été leasé précédemment par la force aérienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Renders procède à cette opération en affaires courantes, ce qui normalement pose déjà un petit problème. Alors, il y a un recours d'une autre société qui s'appelle Flying Group au Conseil d'État, et ce recours, et probablement le fait que je porte plainte contre M. Renders, ces 2 éléments ont fait que M. Renders a stoppé ce marché pour le moment. Mais ce marché met clairement en danger les clients qui auraient profité des services de cet avion, et en danger d'espionnage. Pourquoi? Parce que Abelac n'est plus la société qu'on a connue dans le temps. Abelac est la propriété de sociétés chinoises et a des liens avec les Russes. Donc cette société constitue un danger en matière d'espionnage à partir du moment où elle gère un avion. Flying Group, c'est encore plus extraordinaire, est basé sur l'aéroport de Deurne, et vous pouvez trouver assez facilement dans la presse néerlandophone un article qui explique que M. Ibrahimov, membre du trio kazakh, est propriétaire des bâtiments où les avions de Flying Group sont stockés. C'est énorme. C'est énorme. Là aussi, il y a clairement un manquement grave aux règles de sécurité. Le simple fait qu'on ait pu imaginer ça, c'est dingue. C'est dingue. Je vous parle en tant qu'ancien de la sûreté de l'État. Voilà. Et pourquoi Didier Renders aura arrêté les procédures d'achat à cause de la plainte, mais pour qu'on ne creuse pas plus? Mais très sincèrement, moi je fais mes déclarations concernant, je sors du bois en expliquant que j'ai porté plainte contre M. Renders concernant différents problèmes, le déménagement de la police fédérale, le Kazakh Gate, de la corruption au niveau de l'ambassade à Kinshasa, les fonds libyens gelés. Donc ce scandale éclate autour du 10 septembre. Et donc là nous sommes le 6 septembre. Ceci explique peut-être cela. Alors, ça c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que les services amis ne disent rien? Pourquoi est-ce que la CIA n'est pas plus agressive? On parlait tantôt de la CIA, par rapport à une situation qui met en danger l'état-major de l'OTAN, qui met l'OTAN même en danger, puisque potentiellement les plans de l'OTAN sont partis chez les Russes. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Eh bien,
c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Donc la Belgique, alors que nous avons un trou de 11 milliards dans notre budget, la Belgique vient de commander pour 20 milliards d'euros de matériel militaire. Donc, personnellement, je suis capitaine de réserve dans l'armée belge et je ne vais pas contester que l'armée belge n'avait pas besoin de moderniser son matériel. Mais par contre, je constate que 16 milliards ont été faits dans des commandes principalement liées au F-35 et à des drones, que le F-35 lui-même fait l'objet d'un débat très serré, que normalement il aurait dû y avoir de nombreuses compensations économiques, il n'y en a pas eu. Donc en clair, que l'industrie wallonne, pour le moment, n'a pas obtenu beaucoup de contrats liés à la construction des 34 F-35 belges, et qu'en outre, nous commandons 4 milliards à la France, via des chasseurs de mines, donc ce qu'on appelait communément dans le temps des dragueurs de mines, et des véhicules blindés pour la composante terre. Je pense que les services de renseignement français, donc la DGC et la CIA, ont fait passer l'intérêt économique avant tout autre intérêt. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, en quoi est-ce que M. Renders a servi la soupe aux Russes? Je pourrais vous parler de nombreux points, mais j'ai décidé de me concentrer sur 2 points principaux. Le premier point, c'est l'affaire Yukos, qui survient très exactement le 17 juin 2015. De quoi s'agit-il? Yukos était une énorme société russe, gérée par un oligarque. M. Poutine a nationalisé cette société, donc sans la moindre compensation, il a décrété que Yukos devenait russe. L'oligarque en question a été jeté en prison. Sa famille s'est adressée à un tribunal arbitral hollandais et a demandé que des compensations soient payées, puisque on ne pouvait pas acheter une société qui vaut des milliards sans les payer. Donc il a fallu un certain temps pour que le tribunal arbitral hollandais décide que la Russie devait donc payer cet argent. Et donc, en application de cette décision hollandaise, une décision judiciaire belge a gelé les avoirs de 47 sociétés russes et de l'ambassade de Russie pour 1,9 milliard de dollars. Donc, on parle de gros argent. Et donc, M. Renders est à ce moment-là en visite à Pékin. Il a fait une première déclaration en disant qu'il existait la séparation des pouvoirs en Belgique et que donc lui qui faisait partie de l'exécutif ne pouvait pas intervenir dans le judiciaire. Le même jour, comme si on lui avait tiré l'oreille en lui disant qu'il n'avait pas fait ce qu'il devait, il a obtenu le dégel, donc le remboursement à l'ambassade de Russie et aux sociétés russes de cet argent, en violation totale de la séparation des pouvoirs. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, il a réussi, alors qu'on était en vacances parlementaires, on est en août à ce moment-là, il obtient la réunion du Parlement et le vote d'une loi visant à éviter ce genre d'incident dans le futur. Donc ça, c'est clairement un service majeur donné par M. Renders aux Russes. Je vous donne un deuxième exemple, l'affaire Skripal. On en a parlé tantôt, c'est l'empoisonnement d'un ancien officier de renseignement russe à l'aide d'un gaz de combat sur le territoire anglais. Pour la petite histoire, un fonctionnaire de police anglais a été empoisonné plus légèrement et la fille de l'espion russe plus lourdement. Ils ont tous les deux connu un mois de coma et après ça ont quand même réussi à être sauvés. Donc, la plupart des pays occidentaux décident de renvoyer des diplomates russes comme mesure de rétorsion et pour prouver leur solidarité avec les Anglais. M. Renders, pendant une matinée complète, s'oppose au reste du gouvernement, et en particulier au ministre flamand, pour qu'on ne renvoie pas aucun diplomate russe. Et finalement, à midi, je ne sais pas, il avait faim, ou je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a décidé que ce serait le minimum syndical. On a renvoyé un seul diplomate russe. Un diplomate a été renvoyé. Si vous comparez avec les pays voisins, ouais, disons que les autres... c'est ridicule. On peut l'avocat du diable, disons qu'avec les autres pays, il y a une réaction très vite sans aucune preuve aussi. Ils ont renvoyé des diplomates russes alors qu'il y avait à l'époque, au moment des faits,
si je me souviens bien, aucune preuve. Il y a eu aussi une réaction un peu, entre guillemets, russophobe, très rapide. Donc je dirais que par rapport peut-être à l'affaire Yukos, c'est une preuve qui est plus faible, celle dans l'affaire Skripal. Vous êtes d'accord? Oui, mais je constate que historiquement, nous avons été relativement toujours proches des Anglais qui nous ont aidés par deux fois dans des grands conflits mondiaux. Euh, je vais vous donner un autre exemple. Les structures de la sûreté de l'État, pour le moment, sont largement plus influencées par les Anglais que par d'autres pays. Et donc, c'est assez paradoxal que M. Renders ne décide de pas renvoyer, enfin pendant une matinée, il ne voulait pas renvoyer un seul. Disons dans leur logique à eux, ouais. Le 1er décembre, M. Renders va débuter sa fonction de commissaire européen à la justice. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on pressent quand même quelques dangers, notamment par rapport à ce qu'on appelle le parquet européen anticorruption. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, je vais livrer un scoop à Kairos. À l'intérieur de la sûreté, il s'est avéré que certains avaient des doutes concernant une section anticorruption créée au sein des affaires étrangères et dirigée par une magistrate du nom de Laure du Castillon. Donc en fait, cette section était composée de 8 personnes, plus la magistrate, et il y a un doute sur le fait que ces gens auraient pu pratiquer des enquêtes dans des domaines qui étaient plus politiques que liés aux affaires étrangères. Il est à noter que Madame du Castillon a été candidate et a même fait un recours au Conseil d'État pour devenir membre du fameux parquet européen anticorruption. Alors pour la petite histoire, il est intéressant aussi de savoir que la magistrate roumaine qui va prendre la direction de ce parquet est elle-même sous le coup d'une enquête et même inculpée pour corruption dans son pays. Donc la magistrate roumaine est inculpée pour corruption en Roumanie. C'est fantastique, c'est les corrompus qui vont s'occuper de la corruption. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il semblerait qu'il y ait une certaine unanimité. Je n'ai jamais travaillé sur cette dame, donc je ne sais pas donner un avis personnel à son sujet. Si vous regardez sur Internet, et de nouveau, une fois de plus, vous pouvez le faire, et je vous invite à le faire, il semblerait que cette dame ait été un solide bulldozer contre la corruption en Roumanie, et que le pouvoir roumain lui ait fait un renvoi d'ascenseur visant à la mettre hors de combat, justement, par rapport à cette tâche. Mais néanmoins, ça laisse songeur. Et en particulier le fait que Madame Laure du Castillon postule pour ce poste-là aussi. Donc ce poste ne lui a pas été, aux dernières nouvelles, ce poste ne lui a pas été décerné, et elle part maintenant dans un organisme lié à l'ONU contre la corruption. Cet organisme étant dirigé par un Russe, de nouveau on retombe sur eux, qui visiblement, et vous pouvez aller regarder ses antécédents, se trouve pas très loin de M. Poutine aussi. Voilà. Merci, Monsieur Lenz. Avec grand plaisir.